Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'information sur la 7. Au sommaire de cette édition, la police togolaise a mis la main sur le dernier membre d'un duo de malfaiteurs le 28 décembre dernier. Le prévenu était recherché depuis plusieurs semaines suite au meurtre d'une travailleuse du sexe. D'autres précisions dans ce journal. Et puis en 2023 a été marqué par un nombre inquiétant d'accidents de la route, notamment lors des périodes de fin d'année. Le point dans un instant. Au-delà de nos frontières, au Sénégal, la Cour suprême a confirmé la condamnation d'Ousmane Sonko, 6 mois de prison avec sursis, une décision qui porte en coup à ses espoirs de participer à l'élection présidentielle. Les précisions dans cette édition. Puis le Vatican justifie sa décision d'autoriser la bénédiction des mariages homosexuels en dehors des rituels liturgiques après la vague de contestation qui a suivi l'annonce faite par le pape, vous le verrez. Voici donc tout pour les titres, place au développement. Bienvenue si vous nous rejoignez. Des malfaiteurs sont tombés dans les mailles de la police togolaise. Ces individus sont des bourreaux, des travailleuses du sexe qu'ils dépouillent. Leur dernière opération a coûté la vie à l'une de ses filles, le récit de Bernard Camvi. Lui, c'est Patrick Alain Wosonato Compaoré, d'origine burkinabé. Sa photo a fait le tour des réseaux sociaux en début du mois de décembre suite à un appel à témoins lancé par la police nationale. Cet individu, activement recherché par la DCPJ pour meurtre, est actuellement dans les mailles de la police, accompagné d'un autre individu d'origine togolaise. Leurs cibles principales sont des professionnels de sexe qu'ils attirent nuitamment puis dépouillent. En effet, selon la police togolaise, ces deux personnes ont abordé deux filles de joie vers 3 heures du matin le 15 novembre dernier au quartier Avedi Limousine. À la suite d'un accord, elles sont montées dans la voiture des jeunes hommes. Au lieu de se rendre à Ago Échangeur comme convenu, ces individus ont plutôt verrouillé les portières du véhicule et ont foncé en direction d'Adeti Kopé selon les témoignages d'une des filles recueillies par la police. Celle-là, au lieu de nommer Tikplonou Kondi, qu'ils se sont arrêtés et commencé à rouer de coups les filles en réclamant leur téléphone portable. Opposée à la demande, l'une des filles fut poignardée par les malfaiteurs. La victime décédera quelques instants plus tard. Ce drame démontre encore une fois que les travailleuses du sexe deviennent parfois des victimes exploitées par certains individus malhonnêtes, d'où la nécessité pour ces filles d'être prudentes. Pour rappel, Alain Patrick Compaoré est arrêté le 22 décembre à Cotonou et son complice 6 jours plus tard à Lomé. Les dossiers des incendies des grands marchés de Lomé et Kara sont-ils frappés de prescription? C'est ce que redoute le collectif des associations contre l'impunité au Togo, CACIT. Ce dernier vient de saisir les procureurs de Lomé et de Kara pour rouvrir les enquêtes et situer les responsabilités. Le récit de Kofi Kliki. Des incendies criminels avaient ravagé le grand marché de Kara dans la nuit du 9 au 10 janvier 2013. Dans la nuit du 11 au 12 janvier de la même année, le grand marché de Lomé a connu le même sort. Plusieurs personnes ont été inculpées et placées sous mandat de dépôt. 10 ans presque, aucune suite judiciaire n'est donnée à l'affaire. Craignant que le dossier des incendies des marchés de Kara et de Lomé ne soit frappé de prescription, le collectif des associations contre l'impunité au Togo CACIT vient d'adresser une lettre ouverte aux procureurs des tribunaux de Kara et de Lomé, ceux-là même qui avaient ouvert des informations judiciaires au lendemain des incendies. Selon le Code de procédure pénale au Togo, l'action publique est prescrite si l'infraction n'a pas été déférée à la juridiction de jugement par citation ou ordonnance de renvoi dans un délai partant du jour où elle a été commise, fixé à 10 ans en matière de crime. Selon le CACIT, même si la gravité et la complexité des faits peuvent expliquer la longueur d'une information judiciaire, la procédure pénale n'en reste pas moins encadrée par des délais stricts et prescriptibles. Ainsi, le collectif trouve important d'attirer l'attention des procureurs sur ces dossiers afin de les renvoyer en audience pour faire la lumière sur ces incidents malheureux, révéler les auteurs et les sanctionner conformément à la loi. Cette démarche permettra aussi, selon le CACIT, à appliquer la présomption d'innocence et de penser à une réparation le cas échéant. Rappelons que parmi les personnes placées sous mandat de dépôt, M. Yakanou Etienne, est décédé en détention.
L'année 2023 au Togo a été marquée par une hausse préoccupante du nombre d'accidents de la route. Malgré une légère amélioration au troisième trimestre, la situation demeure critique, surtout en période de fête de fin d'année. Plus de précisions avec Harold Atom-Messon. L'année 2023 a été marquée au Togo par un nombre alarmant d'accidents de la route. Au cours du premier semestre, le pays a enregistré un total de 3262 accidents, causant la perte de 282 vies et blessant 4611 personnes. Ces chiffres représentent une moyenne quotidienne de 2 décès, 26 blessés et 18 accidents. Même si le troisième trimestre a montré une amélioration, la situation reste alarmante. Le 29 décembre 2023, la nationale numéro 5 a été le théâtre d'un grave accident de circulation, laissant 9 personnes décédées et 8 blessés. Cette tragédie souligne la persistance des problèmes liés au non-respect du code de la route et à la conduite en état d'ébriété. La période des fêtes de fin d'année et le début de l'année 2024 n'ont pas apporté de repos. Au centre hospitalier universitaire Sylvanus Olympio, 33 accidents ont été enregistrés entre le 31 décembre 2023 et le 1er janvier 2024. Le chef du service des urgences chirurgicales rapporte que ces incidents ont entraîné des lésions graves, dont 8 cas de traumatisme crânien et 1 décès. Entre le 1er et le 2 janvier 2024, 38 patients ont été admis suite à des accidents de la route, dont 10 dans un état grave, associant des lésions traumatiques des membres à un traumatisme crânien. 2 décès ont été enregistrés durant cette période. Ces accidents persistants, malgré les efforts pour sensibiliser à la sécurité routière, demeurent un véritable problème de santé publique. Ils ont de graves conséquences sur les victimes et leurs familles. La page internationale à présent au Sénégal, la Cour suprême, plus haute juridiction du pays, a confirmé la condamnation d'Ousmane Sonko pour diffamation. La peine infligée en appel en mai a été ratifiée, condamnant Ousmane Sonko à 6 mois de prison avec sursis, ceci à moins de 2 mois des élections présidentielles. Nouveau revers pour l'opposant sénégalais Ousmane Sonko. La Cour suprême du Sénégal a rejeté vendredi l'appel du maire de Ziguinchor contre sa condamnation pour diffamation, portant ainsi un nouveau coup à ses espoirs de participer à l'élection présidentielle prévue le mois prochain, ont annoncé ses avocats. La saga judiciaire de M. Sonko a commencé lorsqu'il a été accusé de viol en 2021, puis pour diffamation et injures publiques envers le ministre Mame Mbaye Niang, déclenchant des troubles meurtriers dans tout le pays qui, depuis, ont éclaté sporadiquement à la suite de diverses décisions de justice. Il nie tout acte répréhensible et affirme que toutes les accusations portées à son encontre sont motivées par des considérations politiques. Le gouvernement en retour rejette ces accusations et accuse Sonko d'attiser la violence. Ces affaires judiciaires ont entravé ses projets de candidature à l'élection présidentielle du 25 février et ont alimenté des troubles qui ont ébranlé le Sénégal, considéré comme l'une des démocraties les plus stables d'Afrique de l'Ouest. Le Soudan fait face à une crise humanitaire assez critique, marquée par une augmentation constante du nombre de personnes nécessitant une aide en raison du conflit en cours. Selon les estimations des Nations Unies, près de 25 millions de personnes auront besoin d'une assistance humanitaire en 2024. Un appel est lancé à la communauté internationale. Plus de détails dans ce reportage. Au Soudan, plus de 20 millions de personnes auront besoin d'aide humanitaire cette année suite à la guerre qui ravage le pays depuis avril dernier. Toutefois, l'escalade des hostilités rendrait l'accès aux personnes en difficulté impossible, a déclaré Stéphanie Tremblay, porte-parole des Nations Unies jeudi. Le sous-secrétaire général aux affaires humanitaires de l'ONU a appelé la communauté internationale à intervenir pour mettre fin aux hostilités. Nous estimons qu'environ 25 millions de personnes nécessiteront une assistance humanitaire au cours de l'année 2024 au Soudan. Cependant, en raison de l'intensification des hostilités, la plupart d'entre elles deviennent inatteignables pour nous. Monsieur Griffiths a appelé les parties en conflit à protéger les civils, à faciliter l'accès de l'aide humanitaire et à cesser immédiatement les combats. Il a déclaré qu'en 2024, la communauté internationale doit prendre des mesures décisives et immédiates pour arrêter les combats et préserver les opérations humanitaires destinées à aider des millions de civils.
Malgré la perspective d'un cessez-le-feu annoncé jeudi par le général Daglo, les tensions persistent et le conflit s'est intensifié avec 300 000 personnes contraintes de fuir leur domicile le mois dernier dans une province qui était devenue un refuge pour les civils après l'attaque de la ville de Ouad Medani. Dans le sud de la Libye, les manifestations débutées le 1er janvier, centrées sur des revendications sociales perdues et un impact majeur sur le pays. Cette mobilisation a entraîné la fermeture de 2 champs pétroliers localisés dans la région de Tubari. D'autres précisions. Des revendications sociales alimentent la protestation en cours dans le sud libyen, entraînant la fermeture de 2 champs pétroliers essentiels pour l'économie. Le champ de Charara, le plus grand du pays, et celui d'El Fil ont été fermés par des manifestants de la région méridionale d'Oubari, en colère contre les prix élevés des carburants, le manque d'opportunités économiques et l'augmentation des opérations de contrebande. Les protestations en cours depuis le 1er janvier ont déjà entraîné une pénurie de carburant dans les villes pétrolières du sud de la Libye. Dans ce contexte, la compagnie pétrolière nationale a demandé à Abdelhamid Debeiba, le Premier ministre de l'administration de l'Ouest, d'intervenir. Les experts estiment que la suspension des opérations à Charara pourrait entraîner une diminution quotidienne d'environ 1/3 de la production pétrolière de la Libye. Giorgia Meloni, première ministre italienne, a appelé à une coopération plus conséquente avec l'Afrique, soulignant la nécessité d'approches stratégiques et d'investissements pour atténuer les mouvements migratoires. Reportage. Les résultats de la lutte contre l'immigration ne sont pas satisfaisants. Déclaration jeudi de Giorgia Meloni, la chef du gouvernement italien. Les arrivées de migrants ont bondi de 50% en 2023 par rapport à l'année précédente, selon les chiffres officiels. C'est dans ce contexte que l'Italie veut diversifier sa coopération avec l'Afrique. Le pays veut aller au-delà de l'énergie. Mon objectif est de travailler en Afrique, de bloquer les départs en Afrique, d'évaluer la possibilité d'ouvrir les points chauds en Afrique pour établir qui a le droit de venir en Europe et qui n'en a pas. En même temps, il faut travailler sur l'immigration légale. Vous savez ce que nous avons fait dans ce domaine. Nous avons été le premier gouvernement à lancer le décret sur les visas de travail des migrants pour une durée de 3 ans. Pour vous donner une idée, pourquoi? Parce qu'un autre élément fondamental de la lutte contre l'immigration clandestine consiste à prendre des mesures en matière d'immigration légale. Environ 155 750 migrants ont atteint les côtes italiennes l'année dernière, dont plus de 17 000 mineurs non accompagnés, contre 103 850 en 2022. Le 29 décembre dernier, l'Afrique du Sud a déposé une plainte à la Cour internationale de justice contre Israël, plainte qualifiée par ce dernier de diffamatoire. Les États-Unis ont exprimé leur position en notant ne pas constater d'actes constituant un génocide. Le reportage. Les États-Unis témoignent à des charges pour Israël, alors que l'Afrique du Sud a saisi la Cour internationale de justice contre les actes de génocide que les Israéliens commettaient à Gaza. Washington a balayé ces allégations. En ce qui concerne les États-Unis, nous ne constatons aucun acte constituant un génocide, a déclaré mercredi le département d'État américain. Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche enfonçait le clou, jugeant les accusations sud-africaines sans fondement contre-productive et complètement dénuée de toute base factuelle. Une ligne de défense similaire à celle des autorités israéliennes qui avaient dénoncé la saisine du tribunal de l'ONU par Pretoria, qualifiant les allégations visant leur pays de diffamation de sang. Mais pour les Sud-Africains, les opérations militaires israéliennes dans l'enclave palestinienne rappellent la période d'apartheid que leur pays a connue. Après la controverse suscitée par l'autorisation de la bénédiction des couples homosexuels en dehors des rituels liturgiques, le Vatican tente de calmer les critiques. Plus de détails.
Le Vatican a dans un communiqué intitulé Fiducia Supplicans publié jeudi tenté de désamorcer la vague de contestation suscitée par la bénédiction des couples homosexuels autorisés le 18 décembre. Pour le Saint-Siège, la bénédiction ne concerne que les couples en situation irrégulière, y compris les homosexuels. Pour tordre le cou à toute ambiguïté, le Vatican rappelle sa conception du mariage, une union exclusive, stable et insoluble entre un homme et une femme, naturellement ouverte à la génération d'enfants. Une ligne rouge pour l'Église catholique. Face à la grogne, les autorités de l'Église soulignent la nécessité d'un plus long temps de réflexion pastorale. Reste à savoir si cette sortie du Vatican va aider à calmer la grogne des fidèles ayant interprété la décision du 18 décembre comme une apologie de l'homosexualité. En première ligne, plusieurs conférences épiscopales en Afrique où les unions entre personnes de même sexe passent encore mal. Et c'est ainsi que se referme ce tour de l'actualité. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne soirée en compagnie de nos programmes.